la Légion romaine. La vision que nous en avons généralement est celle d'une armée composée de soldats offensifs et disciplinés. Mais cette image d'Épinal ne représente qu'une facette de la réalité. Ces hommes, s'ils sont surentraînés à la bataille, sont aussi de grands bâtisseurs. Tous ces campements dans lesquels ils doivent s'installer, c'est eux-mêmes qui les construisent. Cette maîtrise des outils de construction est même l'un des principaux atouts de l'armée romaine. Derrière chaque légionnaire se cache un excellent ouvrier capable de manier avec la même dextérité ses armes ou n'importe quel outil. Le légionnaire, il ne faut pas oublier, c'est un paysan à la base. Il a grandi près de la terre. Ce savoir-faire technique va devenir l'un des piliers de la politique de conquête romaine. Tout au long de la guerre des Gaules, l'armée de Jules César va utiliser la puissance de son génie militaire pour soumettre les peuples gaulois. Ce qui permet aux Romains de l'emporter, c'est leur supériorité tactique et leur supériorité technologique. Lors du siège d'Avaricum, Jules César va faire construire une monumentale rampe d'assaut pour s'emparer de la ville gauloise. Elle mesure 100 mètres de long et 24 mètres de haut. Un ouvrage titanesque de 24 000 mètres cubes de matériaux qui correspond au volume de 7 piscines olympiques. C'est un travail de fourmi, en fait. Il n'y a pas de bulldozer, il n'y a même pas de brouette à l'époque. Durant la bataille d'Alésia, les légionnaires vont ériger plus de 35 km de fortifications, soit la longueur du périphérique de Paris. C'est monumental, mais ce sont des milliers d'hommes qui travaillent 10, 12, 15 heures par jour. L'expression « un travail de Romain », ça a vraiment du sens. La phénoménale force de travail des légionnaires est aussi employée pour bâtir des réseaux routiers tentaculaires, des ouvrages d'art et d'imposants forts en pierre sur les frontières de l'Empire. Rien de tel n'a été imaginé durant toute l'Antiquité. La voie romaine, c'est une route moderne. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu un empire aussi vaste qui a duré aussi longtemps. Comment les légionnaires ont-ils acquis ces savoir-faire techniques? Comment leur ont-ils permis de conquérir puis d'aménager d'innombrables territoires? Tout au long du rayonnement de l'Empire romain, ces légions seront son principal atout, une redoutable armée de bâtisseurs. En 58 avant Jésus-Christ, Jules César lance ses légions à la conquête de la Gaule. Durant les années qui suivent, les troupes du général romain avancent implacablement sur tout le territoire et soumettent un à un les peuples gaulois sans exception. Six ans plus tard, alors que César pense avoir définitivement conquis la Gaule, il va découvrir qu'un jeune et ambitieux prince Arverne a réussi à dresser contre lui une importante poche de résistance. Et puis arrive ce qui n'était pas prévu, il arrive donc une rébellion beaucoup plus importante que les autres. César doit faire face à une coalition très vaste de presque tous les peuples gaulois contre lui, qui sont menés à ce moment-là par Vercingétorix. C'est une année très particulière, l'année 52, parce que c'est certainement la plus violente et la plus sanglante de la guerre des Gaules. César, pour l'une des premières fois de sa vie, se retrouve face à un ennemi qui le met en difficulté. Vercingétorix représente d'autant plus une menace pour César qu'il connaît parfaitement le fonctionnement de l'armée romaine pour avoir servi dans ses rangs. Il en maîtrise toutes les stratégies et sait parfaitement comment les contrer. Et donc, Vercingétorix prône une tactique
qui consiste à ne pas combattre les forces romaines. Et Vercingétorix sait que César se déplace avec beaucoup de monde, qu'il vit sur le terrain, et donc Vercingétorix fait ce que les Soviétiques feront plus tard, la terre brûlée. Donc lorsque Jules César envisage un déplacement, Vercingétorix doit s'y rendre et doit brûler littéralement les récoltes et les réserves de nourriture de manière à vraiment affaiblir les Romains. Pour la première fois, l'armée de Vercingétorix fragilise durablement celle de Jules César, qui s'embourbe en territoire gaulois. Les légions du général romain sont affamées, et le temps presse. Il faut trouver du ravitaillement à tout prix. Au mois d'avril de l'année 52, l'armée romaine arrive devant Avaricum. Avaricum, c'est la perle des Gaules. Et donc, c'est un enjeu à la fois pour les Gaulois. Et pour César, c'est fondamental parce qu'il sait qu'il y a des réserves à Avaricum. Donc, c'est vraiment un moment très important stratégiquement de la guerre des Gaules. Située sur l'emplacement actuel de la ville de Bourges, cette cité gauloise est alors la capitale des Bituriges. Mais ce peuple allié de Vercingétorix refuse de suivre sa stratégie de la terre brûlée. La cité de Bourges, qui s'appelle Avaricum dans l'Antiquité, a supplié Vercingétorix de ne pas être brûlée. Les habitants de Bourges ont insisté en disant « c'est notre ville, elle a beaucoup de valeur, nous tenons à la défendre ». Vercingétorix leur a dit « allez-y, mais moi je ne vous soutiendrai pas ». Les Gaulois d'Avaricum sont persuadés qu'ils peuvent résister au siège de leur cité car elle est idéalement située sur un promontoire rocheux. Il faut dire que la ville d'Avaricum était entourée sur 3 côtés par de l'eau, fleuves et marécages. Et donc, sur 3 côtés, il était impossible de l'attaquer. Il restait le 4e côté, qui était défendu par un rempart. Ce que nous savons du rempart d'Avaricum, nous le savons par César lui-même, qui décrit ce qu'il appelle le Murus Gallicus, c'est-à-dire une construction complexe de pierre, de terre et d'une armature de bois. Les archéologues estiment entre 3 et 5 mètres la hauteur du Murus Gallicus d'Avaricum. Sa structure est alors constituée d'un coffrage de grosses poutres en bois transversales et longitudinales comblées par de la terre et des cailloux tassés. La face extérieure de ce rempart est parée de pierre et laisse apparaître les extrémités des poutres transversales. Face à un tel dispositif défensif, Jules César charge alors les architectes de ses légions d'organiser un siège. Le siège a un énorme avantage, c'est qu'il permet d'économiser le sang des légionnaires, qui est rare. Le légionnaire est un homme qui est très choisi, très sélectionné, tout à fait exceptionnel comme individu. Donc il est hors de question de les sacrifier bêtement. Donc c'est pour ça qu'il y a cet aspect important du légionnaire bâtisseur. La première urgence pour le général romain est alors d'installer à proximité d'Avaricum des camps de marche afin d'abriter et protéger ses légionnaires durant la nuit. Il n'est pas question de monter un camp à la va-vite. On va monter littéralement une petite ville. Les camps militaires suivent les grands principes des villes romaines, à savoir 2 axes principaux qui se croisent à angle droit au centre du camp, où est placé le praetorium, la tente du général. Et on va faire ce qu'on appelle le cardo et le decumanum, donc 2 rues perpendiculaires dont le centre va devenir en quelque sorte le mini-forum du camp. Et à partir de ces 2 axes principaux, on va élaborer d'autres rues. La circulation interne des troupes est essentielle. Donc on a besoin de rues qui soient droites pour pouvoir sortir vite, qui soient larges pour pouvoir circuler vite. Sous les ordres de l'architecte,
le géomètre de la Légion, l'agrimensor réalise l'implantation du camp. Il effectue ces mesures à l'aide d'un outil de topographie qui n'a rien à envier à nos outils les plus modernes. C'est très précis, ils font ça avec un appareil qu'on appelle la groma. C'est une équerre de visée. La groma, c'est cet appareil constitué de 2 branches métalliques perpendiculaires aux extrémités desquelles on a placé des poids. Avec la groma, le géomètre réalise un piquetage du plan du camp. Ainsi, lorsque le reste de la Légion arrive sur le terrain, le tracé du camp est déjà intégralement dessiné au sol. Ils vont marquer avec des petits fanions les différents emplacements de campement. Ce qui fait que chacun trouve sa place facilement. Une fois que les légionnaires ont posé leur pactage, les travaux d'aménagement peuvent enfin commencer. Une partie de l'armée va rester en armes, positionnée tout autour pour surveiller qu'aucun ennemi n'approche. Les légionnaires qui travaillent à la construction du camp sont eux aussi sur le qui-vive en permanence. En un instant, ils sont capables d'être opérationnels pour le combat. On voit bien que quand le soldat romain se met à construire quelque chose, il reste soldat. Il a son bouclier, son casque, tout prêt. Et lui, il a gardé sa cotte de maille, son armure. On sait que l'on est en territoire hostile, donc l'alerte est toujours possible. De véritables fortifications sont construites tout autour du camp de marche. Et pour cela, les légionnaires possèdent dans leur équipement un outil bien particulier. On oublie toujours une arme secrète, c'est la dolabra. D'un côté, c'est une pioche, de l'autre côté, c'est une hache. Et avec ça, le légionnaire, il fait tout. C'est-à-dire qu'il peut abattre des arbres, il peut creuser la terre, il peut faire des fortifications. Je pense que c'est peut-être une des armes les plus importantes de Rome. Tout d'abord, les soldats creusent un large fossé de 2 mètres en forme de U ou de V majuscule. La terre extraite du fossé est rejetée vers l'arrière pour former un talus. Au sommet du talus, les légionnaires aménagent un chemin de ronde et installent une palissade en bois. Les légionnaires utilisent les ressources qu'ils ont sous la main. Donc le plus simple quand même, c'est de pouvoir abattre des arbres qui peuvent être taillés pour faire une palissade. Une palissade qui est à hauteur d'homme. L'idée, c'est de protéger le légionnaire qui aura juste la tête qui dépassera d'éventuelles flèches ou balles de fronde des Gaulois d'Avaricum. Si on additionne du fond du fossé jusqu'au haut de la palissade, on arrive malgré tout à une hauteur de 3 mètres. Ce qui est largement suffisant pour empêcher une charge de cavalerie de se relever à l'intérieur du rempart. Trois heures seulement sont nécessaires pour aménager entièrement l'un de ces camps. Un exploit rendu possible par la parfaite organisation et synchronisation de l'armée romaine. Chaque soldat, évidemment, pendant toute cette séance de travail, doit donc savoir quelle est sa place exacte, ne pas hésiter une minute à ce qu'il doit faire, comment il doit le faire et dans quelles conditions. Une fois le camp terminé, les légionnaires sont enfin en sécurité. Derrière leurs fortifications, ils peuvent passer une nuit tranquille à l'abri d'éventuelles attaques des Gaulois d'Avaricum. C'est assez basique, mais c'est très efficace. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas être attaqué de manière impromptue. Les ennemis devront passer ce fossé. Et derrière la palissade, il y aura des hommes. Et on aura eu le temps, justement, de battre le rappel et d'envoyer plus d'hommes sur le point qui est attaqué.
Le lendemain, les légionnaires sont prêts à passer à l'offensive. Et là encore, Jules César fait appel au savoir-faire technique de ses troupes. Pour parvenir à atteindre la ville d'Avaricum, le général romain imagine alors la construction d'une immense rampe d'assaut. Les rampes d'assaut, elles permettent aux soldats romains de passer par-dessus le rempart. Donc c'est une technique qui permet de rendre le siège beaucoup plus théâtral et d'impressionner beaucoup plus les assiégés qui sont à l'intérieur. Aucun vestige de cet ouvrage n'a pu être exhumé. Mais une autre rampe construite par les Romains lors du siège de la forteresse de Massada en Israël un siècle plus tard est, elle, encore intacte. Son aspect nous permet d'imaginer à quoi pouvait ressembler la rampe de Jules César lors du siège d'Avaricum. Donc c'est un ouvrage qui doit être fait rapidement et simplement, et ils vont utiliser en fait la technique du remblai, avec si possible une armature en bois. Pour construire la rampe d'Avaricum, on estime que les légions de César ont dû collecter en tout environ 24 000 mètres cubes de bois, terre et cailloux. Un volume de matériaux monumental qui permettrait de remplir au moins 7 piscines olympiques. C'est un travail de fourmi, en fait. Il n'y a pas de bulldozer, il n'y a même pas de brouette à l'époque. Donc c'est un travail qui est fait de main d'homme. Donc vous avez besoin d'une noria de personnes qui vont apporter les matériaux, qui vont aller couper les bois, qui vont aller creuser de la terre, etc. Les travaux de la construction de la rampe vont se dérouler sur 25 jours. Mais plusieurs facteurs vont venir perturber la tâche des légionnaires. À commencer par la météo. On est au mois d'avril, il a beaucoup plu. Les soldats ont dû patauger dans la boue, ça ne devait pas être une période facile pour eux. César s'en plaint pendant tout le siège, donc ça c'est très compliqué sans doute pour les légionnaires pour édifier cette rampe qui est constituée en grande partie de terre. D'autre part, les légionnaires sont constamment harcelés par les Gaulois assiégés qui tentent par tous les moyens de freiner leurs travaux d'aménagement. On fait tout ce qu'on peut dans ces cas-là, on balance des projectiles, on envoie des flèches enflammées. Les Gaulois ont réussi à mettre le feu à plusieurs reprises aux amas de matériaux que les Romains amenaient. Et d'ailleurs, César dit dans le texte que certains jours, la rampe fume. Mais les Gaulois ne font pas que ça, ils vont harceler l'armée romaine continuellement, de jour comme de nuit. Ils vont d'abord creuser des mines sous la rampe d'assaut, donc les mines, ce sont des tunnels, et ces tunnels sont destinés à faire effondrer la rampe. Et ils y arrivent, ils font effondrer la rampe plusieurs fois. L'armée romaine est alors contrainte d'imaginer plusieurs types de protections pour s'abriter des incessantes attaques gauloises. Afin de pouvoir circuler sur le chantier, les légionnaires construisent d'impressionnantes machines que l'on appelle des tortues de terrassier. Ce sont des sortes d'engins blindés, sous lesquels, à l'abri desquels, les soldats peuvent travailler pour préparer une voie d'accès. Ces machines de guerre sont équipées d'un ingénieux système de blindage. Le blindage des tortues de terrassier, c'est d'abord une charpente très solide. Et sur les planches, on va mettre des systèmes d'amortissement. Ça peut être par exemple des coussins remplis de paille. Grâce à la protection des tortues de terrassier, les légionnaires parviennent à achever leur monumentale rampe d'assaut. Donc César donne des mesures très précises de la rampe d'assaut. Il dit qu'elle mesure 100 mètres de long et 24 mètres de haut au plus haut. 24 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 9 étages. En parallèle des travaux d'aménagement de la rampe, d'autres légionnaires sont mobilisés pour la construction d'ouvrages qui vont leur permettre d'atteindre le haut du rempart gaulois, des tours d'assaut.
La première étape pour les ingénieurs de la Légion consiste à calculer la parfaite hauteur de ces engins. Il faut qu'on soit plus haut que le rempart. C'est ça le principe. Donc s'il faut 5 mètres, on va faire une tour de 6 mètres. S'il faut 10 mètres, on va faire une tour de 15 mètres. On calcule d'abord la hauteur nécessaire. Et les Romains savent, avec des systèmes de triangulation, savent estimer, en tout cas à distance, la hauteur d'un mur. Ces gigantesques machines sont constituées de plusieurs étages. Elles sont montées sur des roues, ce qui permet de les faire avancer jusqu'au rempart. Et durant toute la guerre des Gaules, elles vont être particulièrement redoutées des Gaulois. Les tours, elles font entre 10 et 20 mètres de haut. Ça avance très lentement. Ça va d'ailleurs être au début de la guerre des Gaules un sujet d'étonnement pour les Gaulois, qui ne connaissaient pas ces machines. Les barbares étaient sidérés. Il y a des cités qui se sont rendues, tout simplement parce que les gens se disaient « nous ne pouvons pas combattre des gens qui ont une telle technologie ». Ces tours de siège sont d'autant plus impressionnantes pour les Gaulois qu'elles sont pourvues d'un ingénieux système défensif. Sur les tours, on va mettre des systèmes d'amortissement, qui peuvent être encore une fois des coussins remplis par exemple de paille ou d'algues, et puis des cuirs par-dessus tout ça, qui vont amortir les projectiles qui arrivent, que ce soit des flèches ou que ce soit des pierres. Malgré toutes ces protections, ces tours de bois ont un handicap majeur. Elles sont dangereusement inflammables. Mais une nouvelle fois, les Romains vont contourner ce problème. Les Romains pouvaient les enduire de peaux d'animaux, trempées dans du vinaigre. Le vinaigre n'est pas inflammable, donc elles étaient ainsi à l'épreuve des flammes. Toujours plus inventifs, les ingénieurs de l'armée romaine vont même imaginer un outil que l'on pourrait considérer comme l'ancêtre de l'extincteur. On a un système de pompe à incendie. Des boyaux qu'on va faire monter jusqu'en haut de la tour, avec en bas des systèmes d'outres. Les outres, ce sont ces énormes sacs en peau de bête remplis d'eau. Ainsi, lorsque les légionnaires les pressent, l'eau remonte à travers les boyaux jusqu'en haut de la tour et permet d'éteindre tout début d'incendie. Aux derniers étages de ces tours de siège est disposée une arme redoutable, le scorpion. Il s'agit d'une pièce d'artillerie équipée de systèmes de torsion, d'un rail et de 2 bras qui permettent de tirer d'énormes flèches avec une précision incroyable. Justement, dans le siège de Avaricum, on a un exemple de précision de ces machines qui est extraordinaire. À un moment donné, il y a un Gaulois qui s'est avancé, qui est sorti devant le rempart d'Avaricum, et là, les Romains le visent avec un scorpion. Ils le tuent. Aussitôt après, il y a un autre Gaulois qui sort, qui prend la place de celui qui est mort. Les Romains le tuent immédiatement après. Et ça va se produire comme ça à plusieurs reprises. Ces redoutables machines ont une cadence de tir pouvant aller jusqu'à 3 flèches par minute. Le siège d'Avaricum va finalement prendre fin grâce au soutien de 2 tours d'assaut dont les scorpions arrosent en permanence le rempart gaulois. À partir du moment où vous empêchez le plus possible les défenseurs d'être sur le rempart, vous faites avancer vos machines plus facilement. Alors même que les 2 tours d'assaut sont à quelques dizaines de mètres du rempart, les Gaulois continuent malgré tout de se battre avec acharnement. C'était un siège qui était très dur parce que les Bituriges se sont battus avec énormément de courage. Bon, ils ont réussi à détruire une des tours romaines, l'autre continue à s'approcher. Il n'y en a qu'une qui arrive à la fin, mais elle suffit manifestement à César pour prendre la ville. Au final, il aura fallu 1 mois d'une rude bataille pour que les Romains s'emparent d'Avaricum. Une victoire à nouveau obtenue grâce à la supériorité technologique des légions de César. Une fois entrés dans Avaricum,
les Romains vont commettre un véritable massacre. Ils ont tout tué, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards. Et César note avec un zeste d'ironie que les soldats en ont même oublié de piller, tellement ils étaient furieux contre les bituriges et ils préféraient tuer que piller. Toute la population d'Avaricum est massacrée, donc c'est évidemment un véritable drame. C'est un coup très dur pour la Ligue de Vercingétorix qui doit s'enfuir. La victoire des légions romaines à Avaricum est donc décisive pour Jules César dans sa guerre engagée contre Vercingétorix. César va pouvoir s'emparer de cette perle des Gaules et y trouver suffisamment de ravitaillement pour pouvoir poursuivre sa campagne. Donc il va pouvoir continuer ensuite sa progression vers l'est et le sud-est, ce qui va l'amener finalement à Alésia. Mais avant de poursuivre leur route, les légionnaires veillent à détruire scrupuleusement leur camp de marche, pour ne rien laisser derrière eux. Le camp de marche est détruit parce qu'il ne faut surtout pas le laisser à la disposition de l'ennemi qui pourrait l'utiliser. Quelques semaines après Avaricum, Jules César et Vercingétorix se retrouvent à Alésia pour un affrontement décisif. Nous sommes alors au début de l'été de l'année 52. Vercingétorix s'est enfermé dans la cité d'Alésia avec 80 000 hommes. Vercingétorix, lui, se replie sur Alésia dans une position qui est quand même relativement intéressante. C'est une grande cité qui est bien fortifiée, bien élevée, en hauteur, difficile d'accès. En face, César dispose quant à lui de 40 à 50 000 légionnaires, soit pratiquement 2 fois moins que le chef gaulois. Pour compenser ces désavantages numériques et géographiques, le général romain va mettre en œuvre une redoutable stratégie. Et César, là, va utiliser une autre technique qu'à Avaricum. Il va utiliser la technique du siège long. Cette nouvelle stratégie de siège consiste à entourer la ville d'Alésia d'une ligne de fortification de 16 km que l'on appelle la contrevallation. La contrevallation a pour objectif d'encercler Vercingétorix, ses troupes. La règle du siège est très simple. Il s'agit de faire en sorte que rien ne sorte et rien ne rentre dans la ville assiégée. Pour pouvoir finalement les affamer et puis faire qu'ils soient obligés de se rendre à la fin. L'objectif de Jules César est simple, forcer Vercingétorix à jeter les armes et ainsi anéantir la révolte de l'ensemble des tribus gauloises. Vercingétorix, c'est le ciment entre ces peuples qui sont très différents. On a cette vision nationale des Gaulois, mais un Gaulois, ça n'existe pas, à part dans les écrits de César. Ce sont des Arvernes, des Éduins, des Bellovaques, c'est des peuples très différents les uns des autres. Le liant, c'est Vercingétorix. Prendre Vercingétorix, c'est défaire ce lien entre ces peuples coalisés. En réponse au blocus mis en place par Jules César, Vercingétorix imagine à son tour une ambitieuse tactique. Avant d'être totalement encerclé par les constructions romaines, il envoie sa cavalerie chercher du secours pour prendre en étau les légions de César. Son objectif, c'est le secours de cette fameuse armée de toutes les tribus gauloises extérieures qui doivent venir, en effet, pour prendre finalement en tenaille l'armée romaine. C'est la méthode de l'enclume et du marteau. Donc César doit à la fois assiéger Vercingétorix, l'empêcher de venir faire des sorties et se défendre contre une armée de secours qui va être, elle, encore beaucoup plus nombreuse. Jules César ordonne alors à ses légions d'ériger une seconde ligne de fortification de 22 km qui entoure la première et que l'on appelle la circonvallation.
Ce qui est tout à fait original à Alésia et qu'on va trouver rarement, c'est le fait d'avoir cette deuxième ligne pour protéger l'arrière des légions romaines. Ça marque l'ampleur et l'importance du siège d'Alésia. Les fortifications construites par Jules César à Alésia sont beaucoup plus perfectionnées que celles habituellement utilisées pour les camps de marche. Tout d'abord, tous les 20 mètres, les légionnaires construisent d'impressionnantes tours de 9 mètres de haut. Donc ces tours qui sont plus hautes que le rempart lui-même et qui servent à dominer davantage l'adversaire et surtout à installer des pièces d'artillerie qui vont avoir donc une portée d'autant plus importante qu'on sera plus en hauteur et surtout un angle d'attaque plus meurtrier. L'artillerie est un atout fondamental de l'armée romaine pour pallier son infériorité numérique. À Alésia, les Romains sont non seulement inférieurs à l'armée qui est enfermée à Alésia, mais inférieurs de très très loin à l'armée qui vient au secours des assiégés d'Alésia. Mais à Alésia, la stratégie de César ne s'arrête pas là. Il demande à ses légionnaires de concevoir également un ensemble de pièges très élaborés. Une portion du terrain est minée par ce que l'on appelle des tribulus. Il s'agit d'un assemblage de 4 pointes de métal dont l'une d'elles est toujours dressée vers le haut. Ils sont faits en croisillon, donc vous les lancez et il y aura forcément un pic qui sera dressé. Donc si vous marchez dessus, c'est le tétanos assuré outre la douleur. Dans les no man's land, pendant la Première Guerre mondiale, c'est encore des choses qu'on a utilisées. Donc vous voyez, l'être humain pour détruire son prochain est tout à fait inventif et les bonnes idées, malheureusement, perdurent. Les légionnaires confectionnent également des aiguillons. Il s'agit de pointes de fer fixées à des morceaux de bois que l'on enfonce dans le sol de manière à ne laisser dépasser que la partie métallique. Donc si vous mettez le pied dessus ou si un cheval met le sabot dessus, enfin voilà, ça blesse. Ils creusent ensuite plusieurs rangées de trous en entonnoir pour constituer des lisses. À l'intérieur de ces trous, ils plantent des pieux de bois qu'ils camouflent ensuite avec des branchages. Quand la cavalerie ennemie approche, eh ben, ils tombent dans les trous et ils sont empalés sur les pieux. Pour finir, les légionnaires confectionnent des cipes. Il s'agit de branchages taillés en pointe et entrelacés. C'est exactement comme les réseaux de barbelés, si vous voulez, devant les tranchées de la guerre de 14. Les combattants qui foncent aveuglément s'empalent littéralement sur ces systèmes de défense. Tous ces pièges sont redoutablement efficaces. Ils entravent l'approche des Gaulois lors de leurs attaques répétées et permettent aux Romains de mieux organiser leur défense. Je peux en parler puisque je les ai fouillés. La force de ces défenses est considérable. Lorsque l'assaillant monte à l'assaut, eh bien, il vient se casser les jambes et se blesser sur ces différents types de pièges. Ça empêche les Gaulois de se ruer rapidement sur le rempart. Ce qu'il faut, comme les Romains sont inférieurs en nombre, qu'ils aient le temps de tirer, qu'ils aient le temps de se défendre, de se porter sur le coin du rempart. Ils ne peuvent pas occuper les 15 km en même temps. L'ampleur des travaux réalisés à Alésia par les légions de César nous paraît aujourd'hui complètement impensable. Cela d'autant plus que les légionnaires parviennent à achever 40 km de construction en quelques semaines à peine. C'est monumental, mais imaginez le nombre d'hommes qu'il a à sa disposition. Les fortifications sont immenses, sont très longues, mais ce sont des milliers d'hommes qui travaillent 10, 12, 15 heures par jour. Finalement, ils sont à peu près 40 000. 40 km de ligne, c'est 40 000 mètres. Et du coup, on revient à un homme, 1 mètre. Et donc, ça nous paraît pas si délirant, finalement, d'arriver à pouvoir construire ce type de fortification avec l'entraînement qu'ils ont, avec les outils qu'ils ont. De longues semaines s'écoulent et les réserves de nourriture au sein de la cité s'amenuisent dangereusement.
Alors, pour pouvoir continuer à nourrir ses soldats, Vercingétorix prend une terrible décision. Il chasse les occupants légitimes, c'est-à-dire les habitants du site d'Alésia. Il les chasse à l'extérieur, sur les pentes de la colline, et les Romains les chassent à leur tour. Donc ils vont tous mourir de faim. C'est un épisode cruel, mais un épisode normal dans l'Antiquité. On expulse les bouches inutiles qu'on ne peut pas nourrir. Deux mois environ après le début du siège, l'armée de secours arrive enfin à Alésia. 240 000 Gaulois se présentent devant les fortifications romaines. Désormais, l'avantage numérique est nettement en faveur des Gaulois qui sont près de 6 fois plus nombreux que les Romains. À la guerre, le nombre ne fait pas tout, loin de là. L'armée qui arrive, c'est pas des centaines de milliers de guerriers qui ne feraient que ça de leur vie. Il y a dedans une foule de gens qui peuvent être levés en cas de guerre, mais qui n'ont absolument pas la même valeur que les légions de César. Un soldat entraîné vaut beaucoup plus que 10 pauvres bougres qu'on va pousser comme ça à se battre et qui n'en ont pas du tout la technique. En effet, malgré plusieurs assauts répétés, les Gaulois ne parviendront jamais à briser les fortifications construites par les légionnaires. L'armée de Jules César remporte cette bataille une nouvelle fois grâce à la puissance de son génie militaire. Il est certain que les machines utilisées, les techniques utilisées pour construire les tours, pour installer les fortifications, c'est ça qui a fait la différence par rapport aux Gaulois que l'on voit assez désorganisés quand même. La défaite de Vercingétorix est consommée, les troupes de l'armée de secours s'en vont, Vercingétorix se rend. Ou, plus probablement, est livré par les siens. Vercingétorix est alors ramené à Rome et emprisonné jusqu'à sa mort. La reddition de Vercingétorix, c'est la fin de la guerre des Gaules. Avec sa capture, la Gaule dite indépendante est prête pour devenir la Gaule romaine. Et du coup, on va rentrer dans une nouvelle ère, petit à petit, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'époque gallo-romaine, mais qui va se faire avec le temps. Après la conquête, commence la romanisation des nouvelles provinces. Ce processus passe notamment par la construction de grandes infrastructures indispensables au mode de vie romain. Ainsi, le règne de l'empereur Auguste, le fils adoptif de Jules César, est marqué par la construction en Gaule d'un véritable réseau routier. Alors l'influence que Rome va exercer sur un territoire conquis, elle se concrétise surtout par des routes, parce qu'il faut accéder aux endroits les plus éloignés. Ça va permettre de développer le commerce, puisqu'on va pouvoir favoriser les déplacements des marchandises et des hommes en gagnant du temps sur des axes qui sont davantage sécurisés que les petits chemins qui traversent les forêts. On est à la merci des premiers voleurs venus. Et ça va permettre aussi de développer les grandes villes autour de ces axes routiers. Au centre du réseau routier de l'empereur Auguste se trouve la capitale des Gaules, Lugdunum, que nous connaissons aujourd'hui comme la ville de Lyon. Lyon est une ville ancienne qui est idéalement située d'un point de vue géographique. C'est une ville qui est proche de l'Italie, c'est une ville qui est proche de la province du Midi, et c'est une ville qui est la porte de la Gaule du Nord. Ça sera donc le centre de cette nouvelle grande province, en tout cas de ces 3 Gaules qui sont romanisées. 5 grandes voies romaines partent de Lyon pour couvrir tout le territoire de la Gaule.
Ce réseau routier est élaboré dans une logique de stratégie militaire, car il privilégie les régions encore instables du nord et de l'est. Le réseau routier romain, c'est un réseau de transport pour les troupes au départ. C'est d'abord ça. Il s'agit de permettre aux soldats de se déplacer rapidement. Une fois les plans du réseau routier achevés, les travaux de construction sont confiés aux légionnaires romains stationnés en Gaule pour surveiller le territoire. Un choix qui ne doit rien au hasard. Ce sont des hommes qui doivent avoir une carrière longue de 30 ans et une fois que la guerre est terminée, il faut continuer à travailler. Donc on va leur confier des travaux de création de superstructures et notamment des routes. Si les généraux les emploient à des travaux en temps de paix, c'est pour les arracher à l'oisiveté. Pourquoi? C'est tout simplement qu'un soldat oisif, il a tendance à se laisser aller, il n'entretient plus sa forme physique et surtout, il perd le sens du commandement. Il ne faut pas laisser les soldats inoccupés, c'est mauvais pour leur morale, c'est mauvais pour leurs conditions physiques. Pour construire leur route, les ingénieurs font toujours appel à la même logique. Lorsque les Romains dessinent une route, une voie romaine, ils vont droit au but. La plupart du temps, on remarque que les axes routiers sont littéralement longilignes. Ce sont des lignes droites qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Le but, c'est de gagner du temps, c'est de pouvoir déplacer des unités militaires d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Donc, la ligne droite. La première étape de construction des routes consiste à creuser une tranchée de plusieurs mètres de large que l'on comble ensuite avec différentes couches de matériaux. Cailloux, sable, pierre, gravier. Les légionnaires utilisent ce qu'ils trouvent à proximité du chantier. Une fois la base de la route terminée, les Romains font appel à différents types de revêtements en fonction des lieux. On imagine toujours les voies romaines à la façon des rues de Pompéi, c'est-à-dire avec des grandes dalles. Mais dès qu'on est dans la campagne, il n'est pas question d'avoir des pavages tout le temps. J'allais dire que les carrières de la Gaule n'y auraient pas suffi. Donc là, on mettait simplement un gravillonnage ou du sable, tout simplement. Ces revêtements basiques ont un double avantage. Ils coûtent moins cher à entretenir et sont plus facilement praticables pour les charrettes et les animaux. Mais si ces routes romaines ressemblent à de simples pistes, elles sont pourtant conçues pour affronter les pires intempéries. Quand César arrive en Gaule, il y avait des voies de communication. C'était ce qu'on pourrait appeler des chemins. Mais en mauvaise saison, il se met à pleuvoir, il gèle, il dégèle, ces voies de communication deviennent absolument impraticables. Donc les Romains inventent la route permanente. Les différentes couches de matériaux qui composent la route romaine ont donc été pensées pour pouvoir absorber l'eau. Il faut que l'eau de pluie puisse passer au travers du revêtement. Donc c'est une succession de couches de sable et de gravier, de façon à ce que l'eau de pluie ruisselle au travers et s'enfonce très rapidement dans le sol. Si les pluies sont trop abondantes, l'eau peut aussi être évacuée sur les côtés de la route, car la chaussée est légèrement bombée. Pour que l'eau s'écoule bien, on va faire ce qu'on appelle des fossés bordiers, c'est-à-dire des fossés de drainage qui vont canaliser l'eau de chaque côté de la route proprement dite. Les routes romaines sont si bien pensées que 2000 ans après leur construction, nous en utilisons toujours les mêmes grands principes. La voie romaine, c'est une route moderne. La technique, le principe de construction de la voie romaine, c'est le même principe de la route contemporaine. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, au XXe siècle, 2000 ans après, il y a encore des voies romaines qui sont en parfait état. Pour chaque difficulté topographique,
les bâtisseurs de l'armée romaine imaginent de spectaculaires ouvrages d'art afin d'assurer la continuité de leur route, quel que soit le relief. On va au plus vite, au plus pressé. Et lorsqu'on a un obstacle, eh bien on essaie non pas de le contourner, mais de foncer dedans. À l'image de leur route, les Romains inventent une nouvelle façon de traverser les cours d'eau, avec la construction de monumentaux ponts en pierre. C'est vraiment l'expression même du génie romain. Il revêt dans la mentalité romaine une valeur hautement symbolique. Le barbare franchit une rivière à la nage, franchit en bateau. Il n'est pas question pour un Romain de faire cela. Grâce à la pierre, de nombreux ponts romains sont encore intacts 2000 ans après leur construction. Certains, comme celui de Sommières, sont encore utilisés aujourd'hui. Construit sous le règne de l'empereur Auguste, cet ouvrage se trouve sur la voie Lutévia qui reliait Nîmes à Toulouse. Il permet d'enjamber le Vidourle, un fleuve en apparence tranquille. Le Vidourle, c'est un tout petit fleuve, surtout l'été, mais le Vidourle fait des vidourlades, comme on dit dans le pays, c'est-à-dire qu'il y a des crues qui sont terribles, qui sont d'une force, d'une puissance incroyable. La rivière peut passer de 3 mètres cubes seconde à 2500 mètres cubes seconde. C'est considérable. Et donc il faut un ouvrage extrêmement solide pour pouvoir pérenniser cette voie qui passe sur ce cours d'eau. Le vestige qu'il en reste aujourd'hui ne représente qu'une petite partie de l'ouvrage d'origine, qui était alors le plus grand pont de Gaule. Constitué d'une vingtaine d'arches, il s'étendait sur une longueur totale de 190 mètres. Et pour construire cet ouvrage, les ingénieurs de l'armée romaine ont dû faire face à une première difficulté majeure. Les Romains avaient compris que pour fonder les piles du pont sur le fond de la rivière ou du cours d'eau, il faut impérativement assécher le cours d'eau. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que là où seront implantées les futures piles, on va devoir assécher complètement la zone. Afin de contourner ce problème, ils vont utiliser un système de caissons étanches que l'on appelle des batardeaux. Et ce batardeau, il est fait par des pieux qui sont fichés verticalement dans le sol, 2 rangées de pieux avec un léger intervalle entre les deux. Et dans cet intervalle, on va placer sous pression, les tassant très fortement, des sacs qui sont faits en roseau des marais et dans lesquels on va mettre de l'argile. Ce qui fait qu'on va avoir une sorte de forteresse robuste, en fait, qui va s'opposer aux eaux. Une fois le batardeau rendu parfaitement étanche, il ne reste plus qu'à pomper l'eau présente à l'intérieur pour assécher la zone. Pour cela, on utilise généralement une vis d'Archimède. Il s'agit d'un tube cylindrique très long dans lequel s'enroule une spirale. On met une extrémité dans l'eau et on va commencer à faire tourner cette spirale qui va naturellement monter l'eau. Et ce qu'il faut, c'est que dans la partie basse, il reste toujours un petit peu d'eau. Donc à chaque tour, l'eau monte, l'eau monte, l'eau monte jusqu'au bout. L'eau remonte grâce à l'inclinaison du cylindre et à la forme de la spirale présente à l'intérieur de celui-ci. Les légionnaires font tourner la spirale jusqu'à assécher complètement l'espace. Ils s'occupent ensuite d'ériger les piles du pont. Pour ce faire, ils privilégient des pierres qui pèsent plusieurs dizaines de kilos chacune. Et donc on va employer le plus souvent ce que l'on appelle le grand appareil, c'est-à-dire des grands blocs qui peuvent faire jusqu'à 1 mètre de longueur et qui vont venir s'appuyer les uns sur les autres.
Ce sont des pierres de grande dimension qui peuvent aller jusqu'à 100 à 150 kg. Afin d'assembler des pierres d'une telle envergure, les Romains imaginent de véritables grues antiques. Pour soulever et mettre en place ces blocs, on a un instrument à l'époque romaine qui est tout à fait caractéristique, une immense roue dans laquelle marchent un ou plusieurs hommes et qui vont peu à peu soulever les blocs. C'est une grande roue creuse qui est analogue à la roue dans laquelle on fait galoper un rat, un cobaye ou un écureuil. Ces impressionnants blocs sont ensuite assemblés les uns aux autres sans le moindre mortier ou ciment. Le grand appareil, on le pose à sec, c'est-à-dire que c'est son propre poids qui va former la cohérence et qui va tenir l'ouvrage en quelque sorte. Les pierres tiennent par gravité, c'est la pesanteur qui les fait tenir. Un mortier dans l'eau ne va pas avoir une résistance éternelle. Donc le grand appareil va nous donner une meilleure résistance en milieu humide et en milieu avec du courant. Mais pour stabiliser toujours plus la structure, les architectes romains utilisent aussi un système d'agrafe en bois ou en métal qui permet de rendre les blocs solidaires les uns des autres. Il faut bien entendu pour ces ouvrages une stabilité absolument parfaite. Ces crampons de fer sont souvent même scellés au plomb pour encore plus de sûreté, si bien que la structure de grand appareil résiste parfaitement à toutes les contraintes. L'assemblage du grand appareil sans mortier contraint à réaliser des joints parfaits. Toutes les aspérités doivent donc être préalablement gommées. Les scies sont connues et on arrive à scier les surfaces de façon à ce qu'elles s'adaptent parfaitement. On ne peut pas passer une feuille de papier à cigarette entre deux blocs posés l'un sur l'autre. Une fois les piles érigées, il ne reste plus qu'à bâtir les voûtes du pont. Pour construire des arcs et des voûtes, là, il faut que le dessin de l'architecte soit extrêmement précis. C'est la qualité de la stéréotomie, autrement dit de la taille et de l'assemblage des pierres, qui va faire la qualité de l'arc et de la voûte. Afin de construire ces arcs de cercle, les bâtisseurs romains utilisent des coffrages en bois que l'on appelle des cintres. Les cintres donnent à la voûte sa forme et servent à supporter le poids des blocs jusqu'à ce que la voûte soit définitivement terminée. Et on va terminer par ce qu'on appelle la clé de voûte, c'est-à-dire la pierre finale qui va venir bloquer les deux arcs de chaque côté. La clé de voûte, on l'a compris, c'est la pièce la plus importante parce que c'est elle qui va assujettir, qui va tenir tout l'ouvrage. Pour finir, des ouïes sont rajoutées afin de faciliter l'écoulement des eaux lors des crues. Les ouïes, ce sont les fenêtres de décharge, ce qu'on peut appeler un peu vulgairement les dégauloirs. Donc on va faire une fenêtre dans la pile, ce qui fait que l'eau, pendant les crues, va passer par la fenêtre et éviter qu'il y ait trop de pression sur la pile elle-même. Au final, la construction en pierre garantit la solidité et la longévité des ponts romains, mais pas seulement. Elle répond aussi à un choix esthétique qui démontre une nouvelle fois tout le savoir-faire des ingénieurs romains. Il ne faut jamais perdre de vue que ces ouvrages sont très souvent ostentatoires. Ils doivent montrer face aux barbares la puissance de Rome. Ça signifie en quelque sorte, n'essayez pas de nous attaquer, nous sommes beaucoup plus forts. Les cours d'eau ne sont pas les seuls obstacles auxquels sont confrontés les ingénieurs romains qui bâtissent les routes. Dans les zones montagneuses, ils apprennent ainsi à tailler dans la roche d'impressionnants passages, dont il subsiste encore aujourd'hui de magnifiques vestiges.
Donna, dans la vallée d'Aoste au nord de l'Italie, en est l'un d'eux. On avait là, sur près de 250 mètres, une montagne. On était à flanc de montagne. On va faire la route en la creusant dans le flanc de la montagne. C'est le principe donc de la montagne entaillée, la montagne spaccata. À Donna, les travaux réalisés sont monumentaux. Le flanc de la montagne a été entaillé sur 220 mètres de longueur, 5 mètres de largeur et 13 mètres de hauteur. En tout, ce sont plus de 20 000 tonnes de roches que les Romains vont extraire, soit l'équivalent d'environ 2 fois le poids de la tour Eiffel. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la technique employée sur un tel chantier est relativement simple. Les Romains ne connaissent pas l'explosif, c'est bien dommage, donc ils sont obligés d'utiliser le travail manuel. Les Romains, comme les Grecs, savent exploiter des carrières, savent retirer des blocs énormes de carrières. Pour les routes, quand il faut excaver une montagne, c'est le même principe. Tout d'abord, il faut fragiliser la roche en creusant plusieurs trous à l'aide d'une baramine. Puis les Romains enfoncent dans les cavités des coins de fer sur lesquels ils tapent à l'aide d'une masse. Le coin va achever la fissuration de la pierre et un pan de bloc de pierre plus ou moins important va se détacher de la roche et tomber. Le soir, avant de quitter le chantier, on ne mettait non pas là des coins métalliques, mais on mettait des coins de bois très secs, qu'on mouillait, et la nuit passant, quand on arrivait le lendemain matin, la roche avait éclaté. Le bois gonfle et finit par casser la pierre. Une fois la surface complètement dégagée, ils réalisent un dernier aménagement impératif pour la sécurité des voyageurs. Comme il n'y a pas de barrière, les chariots risqueraient de faire une chute mortelle. Pour éviter de tels drames, ils tracent au sol des ornières artificielles. Il faut savoir que tous les chariots romains ont des largeurs de voie standard. Les roues des chariots se calent dedans et même s'il y a le vide à côté, ça fait une barrière de sécurité. Si on peut dire, le chariot va rester dans ses ornières. Rien que pour le chantier de Donna, on estime que plusieurs centaines de personnes ont été mobilisées sur plusieurs mois. Durant le règne d'Auguste et pendant le siècle qui suit, les légionnaires sont mobilisés pour protéger les frontières de l'Empire en continuelle expansion. Pour ce faire, ils érigent ainsi plusieurs camps permanents sur les bords du Rhin, que l'on appelle des castra hiberna. On construit des castra hiberna quand on va s'installer pour une période longue, c'est-à-dire dans une période où il y a soit des conflits qui continuent, soit tout simplement une frontière qu'il faut défendre. Ces castra hiberna sont constitués de terre et de bois, comme les camps de marche. En revanche, ils sont bien plus perfectionnés que leurs homologues éphémères. Les castra hiberna sont des constructions beaucoup plus élaborées. À l'intérieur, donc, on va avoir un tout petit peu plus de confort, puisque là, on est là pour passer quelques temps. Et puis surtout, on va faire un fossé plus profond, on va mettre davantage de pièges, on va faire un talus qui sera plus haut, on va faire une palissade qui sera plus solide. Pour construire le rempart de ces camps permanents, les légionnaires font appel à différentes techniques en fonction du terrain. Dans les zones de plaine, ils utilisent le gazon comme matière première. C'est une technique qui est connue depuis longtemps de l'armée romaine. Ils vont retirer soigneusement des mottes de terre par pelletées successives. Ils vont empiler ces mottes de terre exactement comme on pourrait faire avec des briques, par exemple.
Ces briques de gazon font généralement 30 cm de longueur et 15 cm de largeur. Avec ces blocs, les légionnaires érigent de véritables murailles qui remplacent le simple talus de terre des camps de marche. Cette matière, qui est une matière vivante, repousse. Le gazon repousse et donc constitue, au bout d'un an, 2 ans, un ensemble très solide. Les briques de gazon permettent également de construire une fortification avec une pente bien plus forte que celle d'un talus de terre. Avec de la terre, la pente maximale est de 45 degrés, tandis qu'avec les briques de gazon, elle peut aller jusqu'à 80 degrés. Les camps permanents se déplacent au gré des conquêtes jusqu'au règne d'Adrien au début du IIe siècle. À cette date, Rome est à son apogée et ses frontières se stabilisent durablement. Son territoire s'étend désormais sur environ 5 millions de kilomètres carrés. Adrien est extrêmement chanceux lorsqu'il arrive au pouvoir, car cet empire est incroyablement vaste. Imaginez, il s'étend alors du nord de l'Angleterre jusqu'aux portes du Sahara et de la côte atlantique jusqu'à la partie de l'empire où se trouve aujourd'hui l'Iran moderne. De même que toute l'Égypte et l'Eurasie, c'est donc vraiment un immense empire. C'est extraordinaire, cet empire, au moment où Adrien le prend. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu un empire aussi vaste qui a duré aussi longtemps. Les frontières de cet empire tentaculaire s'étendent ainsi sur 10 000 km. Et pour les défendre, Adrien ne dispose que d'environ 150 000 légionnaires. Il y a donc urgence à changer de stratégie pour stabiliser ces zones sensibles. Adrien va donc considérer qu'ayant déjà un empire territorial gigantesque, il vaut mieux maintenant se concentrer sur la défense des frontières. D'une certaine manière, il perpétue l'empire, mais adopte une attitude beaucoup plus défensive. Et il sera réputé pour cette stabilité qu'il a donnée à l'empire. Une zone en particulier va concentrer les efforts des légionnaires. La frontière de Germanie. Tout le long de ces 550 km qui traversent l'Allemagne actuelle, les armées d'Adrien vont bâtir une véritable ligne de défense. Vous avez environ 300 tours de garde et des forts tous les 10 km. C'est une organisation gigantesque. Alors on peut parler de ligne Maginot ou de mur de l'Atlantique de l'époque antique. Et c'est ce qui va être la garantie de la Pax Romana et de la civilisation romaine qui va perdurer pendant tout le Haut-Empire. Cet ensemble défensif permet de stabiliser cette frontière tout au long du IIe siècle. À partir de cette époque, les ouvrages militaires sont alors progressivement reconstruits en pierre. C'est une succession finalement de fortifications qui au début étaient de simples camps de marche, qui sont devenus des camps d'hivernage, des camps qui se sont renforcés. L'ancienne palissade en bois qui était entretenue régulièrement, eh bien on va la remplacer par une muraille de pierre. La pétrification du camp, c'est en fait une volonté de durabilité, une volonté de stabilité. Ces constructions en pierre permettent vraiment de rendre cela concret dans l'esprit du peuple et des soldats aussi. L'implantation durable des camps romains sur une frontière s'accompagne généralement de la construction d'une véritable petite ville dans les alentours. Quand les légionnaires s'installent durablement à un endroit, notamment sur la frontière, eh bien on voit apparaître ce qu'on appelle un vicus, un véritable village qui prend vie tout autour du camp romain. Vous avez des commerçants qui s'installent, des débits de boissons, et puis des gens qui viennent faire du commerce avec les soldats.
Les soldats n'étaient techniquement pas autorisés à avoir une épouse, mais ils pouvaient avoir une concubine. Donc il y avait certainement des concubines et des enfants. On sait aussi que dans un vicus, outre les concubines, on va trouver des prostituées pour assouvir les besoins primaires des légionnaires. Donc il y a toute cette sociabilité qui se crée autour du camp et qui fait partie réellement de la vie du légionnaire. Ainsi, de nombreux camps romains permanents vont finir par donner naissance à de véritables cités, telles que Strasbourg. Strasbourg, c'est typiquement donc le poste avancé au bord du Rhin. C'est sur une zone donc, qui va rester une zone frontière pendant longtemps. Et puis, à un moment donné, cette frontière-là va évoluer. Donc, la Légion va aller de l'autre côté du Rhin, mais la ville reste et ça deviendra Strasbourg. D'autres grandes villes, comme Vienne en Autriche ou encore Cologne et Mayence en Allemagne, sont également d'anciens camps romains. Les légionnaires vont également former des colonies militaires qui donneront naissance aux villes de Londres, Orange ou encore Arles. Ces villes, ainsi que toutes les grandes infrastructures romaines, nous permettent de mieux comprendre comment le génie militaire de l'armée des bâtisseurs a façonné le paysage de la Gaule et plus largement celui du continent européen.